Et bonjour à vous mes amis et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club Paname. On se retrouve pour le deuxième podcast de la saison et j'ai avec moi pour commenter deux réguliers et un petit guest qui avait marqué des points lors de sa dernière participation. Comment vas-tu Clément? Salut, ça va. Je profite des vacances, sur le temps caniculaire. Ok, c'est clair qu'il fait un peu chaud en ce moment. Pour les deux réguliers, on a bien sûr Olivier. Olivier, comment vas-tu? Tout va bien, surtout depuis hier. Depuis hier, ah oui. Et Basso qui a fait fuir Jimmy en faisant son coming out. Comment vas-tu Basso? Pourtant je suis avec Jimmy, donc c'est bizarre que je le fais fuir. Ça va très bien, entouré d'un chômeur, d'un retraité, d'un mec en vacances. Je suis le seul à bosser ici. Toujours à se plaindre. On se retrouve après une très large victoire contre un Monaco qui risque d'avoir un peu plus de difficultés cette saison et un match qui a clôturé un tournoi international avant de revenir enfin aux affaires domestiques. On va parler de ce match, mais aussi de Tuchel, des Titi et de l'arrivée de la Ligue 1. ASM donc, pour rappel, après l'ouverture du score de Di Maria à la 33e sur coup franc, on a vu un Nkunku planté à la 40e, lui qui n'en finit plus de scorer, suivi par le Titi Weah. Enfin, on a conclu avec le premier buteur de la soirée. Cela nous a amené un bon et propre 4-0. Je vous les épargne, mais on a dominé ce match dans toutes les autres stats. On va commencer simplement, et qu'avez-vous aimé lors de cette prestation de notre 11 favori? Et on commence avec toi Clément. Ce que j'ai apprécié, c'est que malgré le fait qu'on n'ait pas changé d'organisation par rapport aux 5 années précédentes, à savoir un 4-3-3 des familles, on a vu une animation très dynamique et spectaculaire, notamment sur les ailes. Comme quoi c'est la preuve qu'avec une équipe amputée de beaucoup de ses cadres et avec une organisation qui est assez rodée, on arrive à pratiquer un jeu hyper agréable, dynamique et qui est capable de mettre l'adversaire en difficulté de façon régulière. Ensuite, notre milieu de terrain qui a été largement dominateur, avec un Verratti, même en revenant de blessure, est déjà exceptionnel. Et Rabiot, qui malgré ses semaines de vacances pas vraiment méritées, nous a montré qu'il était bien au-dessus de ce qu'il était capable de prouver par rapport au match de préparation et par rapport à sa fin de saison dernière. Ensuite Nkunku qui semble avoir vraiment passé un palier depuis la fin de l'année dernière, que je trouve hyper intéressant et hyper influent sur le collectif en général, et Di Maria qui malgré nombreux choix... On se focusera sur les joueurs après, mais, ouais, okay. Mais c'était plus par rapport à l'équipe et par rapport au jeu pratiqué, ce qui t'avait plu. Mais après les Titi... Voilà, les Titi que je trouve qu'ils ont voulu se montrer et ils ont été hyper intéressants. Voilà. On va pouvoir en discuter après. Olivier, maintenant je te lance. Oui, moi j'ai bien aimé, un peu comme Clément, la composition de départ. Je crois que Tourelle a bien pris en compte les conditions du moment, c'est-à-dire un effectif qui a participé à la préparation dans des conditions diverses, avec des arrivées qui ont été échelonnées pour les joueurs qui avaient disputé la Coupe du Monde, et un gros noyau de Titi qui ont fait toute cette préparation. Donc il a tenu compte de tout ça pour faire un mélange ancien-nouveau que j'ai trouvé bien équilibré, avec notamment les Titi qui avaient le plus participé tout au long de la préparation. J'ai bien aimé aussi qu'il ait décidé très sagement de revenir au 4-3-3 alors qu'il avait préparé les matchs précédents avec une défense à 3, parce que c'est du fait de la disparité de la préparation pour tous les joueurs, c'était le système que les joueurs connaissaient le mieux et dans lequel ils étaient naturellement le plus à l'aise. J'ai bien aimé aussi qu'il ait utilisé les joueurs à leur poste, et d'avoir un Silva libéraux et un Diarra en 6, alors que Diarra avait plutôt évolué libéraux tout au cours de la préparation. Et j'ai bien aimé son animation sur les côtés, avec les arrières latéraux, comme l'a dit Clément, mais aussi devant, avec beaucoup de liberté d'action pour Nkunku et Di Maria, que j'ai trouvé en électron libre particulièrement performant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la victoire, parce que toute la semaine précédente, on avait tous quelques doutes du fait des nombreuses absences,
du fait des arrivées tardives, du fait du manque de préparation et de synchronisme. Bah, rien n'y a fait, c'est un 6e trophée des champions d'affilée que le club remporte. Je crois que c'est important pour le club et c'est surtout important pour Tourelle de commencer par une victoire, car même s'il y avait les circonstances atténuantes qu'on a dites, il aurait été inévitablement critiqué et déjà mis sous pression, et qu'il a un petit peu de temps devant lui pour mettre en place son jeu. C'est quelque chose que je pense lui et nous allons apprécier. J'ai aimé aussi le grand professionnalisme de Silva et Di Maria, qui ont manifestement effectué une préparation personnelle pendant les vacances et qui ont tout de suite été opérationnels, même s'ils ont manqué la préparation d'avant-saison. Di Maria a même joué 90 minutes, je crois qu'on peut saluer le professionnalisme de ces deux joueurs. J'ai aimé le dynamisme de l'animation, beaucoup de rythme, d'échanges rapides, mais aussi la capacité de conserver la balle comme de contrer. J'ai aimé la variété du jeu, avec la possession, le jeu rapide, les attaques dans l'axe et sur les côtés, avec peut-être une utilisation des côtés un peu supérieure à ce qu'on avait vu jusque-là. Et puis les frappes de loin également, de Di Maria et Nkunku, et les projections. Enfin, j'ai aimé la solidité physique, malgré les conditions climatiques qui étaient quand même assez éprouvantes, avec un fort taux d'humidité et la dure préparation dans cette première phase. L'équipe a été là aussi mieux que Monaco sur ce plan-là. Merci beaucoup Olivier. Je suis intimement convaincu que Olivier, quand il était enfant, faisait des listes de Noël qui n'en finissaient pas. Baslo, qu'as-tu aimé sur le match? Bah déjà, quelque chose que personne n'a dit, retrouver le PSG en match officiel. C'est déjà beaucoup. L'attente était... J'étais excité comme un gamin avant Noël, justement, pour rebondir à ta liste de Noël. Sur le match, bah, la victoire, évidemment, le nombre d'occasions qu'on a pu se produire. J'étais un peu sceptique sur la compo de départ, avec une crainte de se retrouver en supériorité derrière la balle, mais ça n'a pas été le cas, notamment grâce à des milieux qui ont pu être un peu tout-terrain sur ce match, par intermittence pour certains, et d'autres qui l'ont vraiment bien fait pendant 90 minutes. Comme l'a dit Olivier, la variation du jeu, d'ailleurs, sur nos buts, on marque sur un coup de pied arrêté, on met 2 buts sur attaque placée, on en met un en contre-attaque, donc on a vu tous les éventails de buts possibles sur ce match qui résume bien notre variation du match. Et les choix de Tourelle, qui a mis les joueurs les plus préparés, puisqu'il y avait 8 des 9 joueurs qui ont le plus joué de la prépa, qui étaient titulaires hier soir, le 9e étant Mbesso et était blessé. Donc ça lui a donné raison, puisqu'on a pris très rapidement le dessus physiquement sur Monaco. Merci Basto. Et moi je vais juste rebondir sur ce que disait Olivier, et c'est vrai que on attendait peut-être une victoire, mais personne n'avait anticipé un 4-0, et le score a été assez surprenant par rapport à où est-ce qu'on en était. On va passer à qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et est-ce qu'il y a des sujets d'inquiétude pour toi Olivier, des éléments qui t'ont pas plu? Je crois qu'il faudrait être difficile pour ne pas avoir aimé beaucoup de choses dans ce match. Tant le PSG a été au-dessus de son adversaire et n'a pratiquement jamais été inquiété, à part en première mi-temps sur 1 ou 2 occasions, mais globalement il a contrôlé tous les points du terrain. Et comme Tourelle l'a souligné lui-même après le match, il a regretté un petit peu d'espace dans son bloc, qui s'est distendu par moments, tant offensivement, mais peut-être aussi un peu plus défensivement, avec des espaces qui se créent au milieu à la perte du ballon. Un pressing qui est sûrement des éléments qu'il veut installer, qui n'a pas toujours été très coordonné. Et ça va probablement être le chantier principal, surtout avec le peu d'appétence naturelle de Mbappé et de Neymar au repli défensif. Et puis ce que j'ai pas aimé, ça ne tient pas tellement au PSG, c'est la faiblesse de ce qu'a montré l'AS Monaco hier, qui est pourtant le 2e du championnat, et qui montre un écart qui semble se creuser encore avec Paris, et ça laisse un petit peu de difficulté d'imaginer ce que va être la Ligue 1 cette année. Basto, est-ce que tu valides ce que dit Olivier? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir? Je valide ce que dit Olivier. Après, sur les blocs disjoints, moi je suis d'accord là-dessus. C'était surtout pendant les 20 premières minutes où j'ai trouvé que c'était assez émeriesque comme jeu, où on jouait vite sur les ailes, mais on avait des problèmes pour trouver les joueurs libres derrière la première ligne de pression adverse, où il y avait peu de joueurs entre les lignes. Il y avait Verratti qui le faisait, il y a Nkunku et Rabiot qui l'ont fait beaucoup moins dans les 20 premières minutes. Ça a été beaucoup mieux par la suite, mais vraiment pendant 20 minutes, ce problème à être en supériorité entre les lignes.
Le bloc Dijon fait aussi que sans ballon, on a pu être troué parfois sur des comptes monégasques, notamment je pense à cette action où Rabiot revient en retard, où le joueur frappe et Silva contre, mais on s'est mis en difficulté un peu bêtement suite à des blocs dijoins, et puis comme Tourelle l'a aussi souligné, le pressing collectif qui n'est pas encore en point, mais tout ça c'est normal pour le moment. Alors, avant de passer la main à Clément, je vais juste rappeler une règle. Là, ça m'a pris de court et donc j'ai pas été. On parle pas du passé. On fait pas référence à Emery ni à Blanc. Je parle du jeu du présent. Tu as dit que c'était Emery. Est-ce qu'on fait? Oui. On va pas faire ça. C'est pour parler du présent. Je suis l'autre et je dis on parle pas de ce genre de choses. Oui, mais on parle pas. On ne nomme pas ce genre de choses. Pour dire où là il y a l'axe de progression, on est obligé. Pourquoi tu te prends en tête comme ça? On ne nomme pas ce genre de choses. Point. On passe à la suite. À toi, Clément, s'il te plaît. Alors de mon côté, j'ai trouvé effectivement qu'on était un petit peu brouillon défensivement, surtout en première mi-temps où on a concédé quand même quelques occasions un peu dangereuses. En début de seconde également et en toute fin de match. Ensuite, encore une fois, Verratti qui ne tire jamais, même quand il a une position de frappe évidente. Et ensuite, effectivement, la faiblesse de l'équipe monégasque, sachant que il ne lui manquait que 3 joueurs, je crois, pour avoir son équipe titulaire, quoi. Donc, je trouve ça effectivement assez inquiétant, surtout après ce que Marseille a montré quelques minutes après face à une équipe de Détroit anglaise. Donc, disons que je trouve que c'est pas une bonne pub pour le championnat français d'avoir un tel écart. Même en match amicaux. Merci Clément. Alors moi, je vais juste rajouter un point que vous n'avez pas relevé. Dans ce que j'ai aimé, c'était le fait d'être capable, alors pour l'instant c'est pas un enseignement, mais c'était le fait d'être capable de maintenir une intensité jusqu'à la fin du match, et j'ai trouvé ça appréciable. Je vais vous proposer maintenant un petit focus, sauf si quelqu'un veut réagir à ce que quelqu'un a dit. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors je vais vous proposer maintenant un petit focus sur les joueurs et vraiment de le faire indépendamment de leur expérience parce qu'on va revenir sur les titis un peu plus tard. Donc les joueurs qui vous ont particulièrement plu et je vous demanderai de nommer un maximum de 3 joueurs. Et on commence par toi, Basso. Eh bien, en 1 pour moi, l'homme du match qui est Marco Verratti, qui a été l'homme à tout faire, qui est venu d'ailleurs avec une silhouette différente. Il paraît plus affûté et plus maigre que par le passé. Et on verra physiquement si ça lui permet de tenir, mais pour une reprise, il a été plutôt très bon jusqu'à sa sortie. On l'a vu parfois en 6, parfois en 8 et très souvent entre les lignes. Le seul petit défaut, en moment où il peut frapper, il préfère décaler Nkunku, mais ça on sait que il faut qu'il s'améliore là-dessus, mais c'est vraiment le seul défaut qu'on peut faire parce que sinon il a trouvé des décalages tout au long du match, notamment celui qui amène le second but où il envoie un ballon derrière la défense monégasque pour Nzoki qui amène au but de Nkunku. Donc un gros Marco, j'ai mis Nkunku sinon en numéro 2 qui prend vraiment du volume et de l'épaisseur, que ce soit physiquement, que ce soit dans le nombre de ballons touchés, il se montre de plus en plus présent, de plus en plus disponible. Et c'est un joueur qui se projette très bien et qui du coup est là pour aller marquer des buts, que ce soit dans la surface, que ce soit en dehors de la surface. C'est son 6e but sur les 10 derniers matchs joués avec Paris, donc c'est un milieu qu'apporte en nombre de buts et on n'en a pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Et le 3e que je vais nommer, c'est Dagba, que j'ai trouvé très bon pour une première. On aurait pu parler d'Nzoki aussi, mais je vais dire Dagba parce que je le connaissais moins. Et il a pris des initiatives personnelles, en plus d'être peu en défaut défensivement. J'aurais pu nommer Di Maria, mais je vais laisser Olivier parce que je pense qu'il sera plus content de le faire que moi. Ah bah ça se trouve Clément va lui prendre le spot, on va Clément. voir. Clément. Ouais. Moi pour ma part, Verratti évidemment, parce qu'il est, même en retour de blessure, il est incroyable. Rabiot que j'ai trouvé hyper intéressant et également je trouve qu'il a fait étalage de toute sa palette technique avec des très bons choix de passe, un gros volume de jeu. Et pour terminer, je vais dire Di Maria qui malgré une fâcheuse tendance à m'agacer dans le dernier tiers du terrain est quand même hyper influent. Et a quasiment tout réussi au niveau du rond central jusqu'à justement apporter au milieu du terrain. Donc égalité avec Nkunku qui m'impressionne semaine après semaine. Moi j'arrête pas de vous en parler, mais je trouve ce joueur hyper intéressant, que ce soit au milieu du terrain ou en attaquant, parce que je trouve qu'il a vraiment pris de l'épaisseur. Et effectivement, il a une influence sur le jeu
que peu de joueurs ont dans ce collectif, puisqu'il est très disponible. En plus de ça, je trouve que techniquement, il est maintenant beaucoup plus lucide, tout en étant toujours disponible avec ses coéquipiers et en faisant souvent les bons choix, malgré 2-3 dribbles où il aurait pu faire une dernière passe intéressante dans le match. Voilà. Et est-ce que je peux juste te faire rebondir sur Nkunku? Toi, tu le verrais jouer à quel point cette saison? À quel poste? En fait, c'est compliqué parce que c'est vrai que les trois de devant ne seront pas forcément très mobiles, quoi. C'est sûr, là, ils vont être toute la saison, ils vont être titulaires. Alors, s'il y en a un des trois qui se blesse, honnêtement, pour moi, j'hésiterais vraiment entre Di Maria et Nkunku, parce que Di Maria perd beaucoup de ballons et donc peut parfois nous mettre en difficulté, alors que Nkunku propose toujours des choses intéressantes, mais les réussit. Alors, pour moi, il pourrait vraiment être un super sub en attaque, ou sinon, effectivement, jouer à une place, même peut-être sur un côté gauche, au lieu de mettre un latéral. Nkunku, il a un gros volume de jeu, je trouve, aujourd'hui. Okay. Et peut-être qu'il pourrait jouer à la place de Kurzawa si celui-ci déçoit encore une fois cette saison. Je vais proposer aux autres de réagir s'ils veulent dessus après, mais on va d'abord demander à Olivier. Olivier, est-ce que tu valides les choix de tes partenaires? Est-ce que tu as envie de mettre quelqu'un d'autre en avant, de le mettre différemment en avant? Non, je crois que le tiercé qui revient, c'est-à-dire Marco, Andrel et Nkunku, c'est le tiercé qui s'impose. Après, faire une hiérarchie entre eux, je pense que ça n'a pas un gros intérêt. Moi, ce que je retiens plutôt, c'est il y a un nouvel entraîneur, donc il y a forcément une redistribution des cartes. Et les joueurs le savent, et ils vont donc vouloir se montrer pour faire partie de la nouvelle aventure. Et Marco, comme Andrel, ont été des joueurs qui ont fait une saison mitigée l'année dernière. Di Maria a été inexistant la première moitié de saison, il s'est bien repris la deuxième moitié. Probablement la première moitié de saison, il avait pris un coup sur la tête de voir qu'on prenait Junior et Kiki devant, et donc il allait être obligé de laisser sa place, donc il a dû avoir un coup au moral à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait eu des possibilités par les blessures de reprendre une place dans le 11 de départ, il a fait un très bon début de deuxième partie de saison. Et là, on sent qu'il a envie. Il est à peine rentré de vacances que tout de suite, il a été utilisé dès le premier match, 2-3 jours après. Hier, il a fait 90 minutes. Et moi, j'ai retrouvé un bon Di Maria. C'est un joueur qui est souvent un peu frustrant parce qu'il tente beaucoup, mais il fait aussi pas toujours les bons choix. Hier, je trouve qu'il a fait beaucoup de bons choix, qu'il a été l'animateur principal de la ligne offensive parce que c'est pas le petit Wea qui pouvait vraiment avoir les épaules pour faire ça. Donc j'y crois, je crois à lui pour la saison qui s'annonce. En plus, il a une palette qui lui permet d'être polyvalent. On sait que Tourelle est un entraîneur qui ne fixe pas les joueurs dans des postes, mais qui va les utiliser en fonction de leur capacité dans les différentes animations qu'il va mettre en place. Donc j'étais rassuré par Di Maria, et j'ai été rassuré aussi par Verratti, parce que Verratti, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il y avait eu à nouveau cette intervention pour la pubalgie. On a l'impression qu'il a un peu stagné l'année dernière. Et là, on a vu un Verratti affûté, un Verratti plein d'envie, et puis qui a étalé dans un rôle où il avait beaucoup de liberté. Toutes ses qualités techniques, physiques, en dehors de la frappe de balle, on ne comprend pas. On a l'impression qu'il faut qu'il rentre dans le but avec la balle au pied pour marquer. Pourquoi il ne veut pas tirer? En dehors de ça, c'est un joueur qui va devenir l'élément clé de l'animation du jeu de Tourelle. Donc je crois que ces deux joueurs-là sont à mettre en évidence. Et puis Nkunku, j'ai l'impression qu'il a passé un cap à la fois en influence et surtout en physique aussi. J'ai l'impression qu'il s'était épaissi, qu'il résistait mieux au duel. Alors moi je le mettrais quand même pas au niveau des deux autres, mais je pense, surtout si le mercato n'est pas très prolifique comme ça s'annonce, qu'il va rentrer beaucoup plus régulièrement dans la rotation et qu'il va pouvoir, parce qu'il est aussi polyvalent, milieu ou sur un côté ou devant, tourner avec les remplaçants que sont Di Maria et Draxler. Oui, je pense qu'il va pouvoir se hisser à ce niveau-là s'il continue à progresser. Merci Olivier. Alors je vais juste essayer de vous faire rebondir si vous en avez envie sur
sur Nkunku et Clément qui disait que peut-être il pouvait utiliser l'axe gauche. Alors j'imagine que quand tu dis ça, tu parles dans un système avec une défense à 3. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est un poste que peut utiliser Nkunku? Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Moi je veux bien vite fait. Déjà Nkunku l'année dernière, il joue une trentaine de matchs, donc 15 titularisations, donc il était déjà pas mal dans la rotation. C'est un joueur qui a sa place dans cette rotation de plus en plus, surtout avec Tourelle qui change de système, donc il a vraiment l'occasion puisqu'il est polyvalent. Après en position haute, c'est vrai qu'il y a Di Maria, Draxler, voire Lo Celso qui sont déjà des backups au 3. Donc je le vois plus dans une rotation en milieu entre les lignes ou effectivement en piston gauche d'un système à 3 derrière, où c'est peut-être là où il peut avoir le plus de chances de gagner du temps de jeu. Tu valides ça toi Olivier, la possibilité pour Nkunku d'évoluer à ce poste? C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que va vouloir faire Tourelle. Moi, j'ai encore du mal à savoir ce qu'il va vouloir faire en fonction de son effectif. Et effectivement, s'il a une idée d'utilisation de pistons qui sont des joueurs qui sont assez complets et qui n'auront pas besoin d'être hyper performants défensivement parce que la défense à 3 va permettre de couvrir ses côtés latéraux, je pense qu'il a une possibilité d'évoluer à ce niveau-là, mais ça, on va s'en rendre compte lorsque Tourelle va progressivement avoir les possibilités de mettre en place son jeu. Ok, merci beaucoup messieurs. Alors, on va passer maintenant aux joueurs que vous n'avez pas aimés, ceux qu'on appelle communément les flops. Je vous en laisse que 2. Clément, est-ce que pour toi tu as des joueurs que tu as envie de pointer du doigt? Alors moi je mettrais Weah qui malgré sa volonté d'apporter un plus, notamment au milieu de terrain. Alors de ce point de vue-là, il a été intéressant, mais c'est vrai qu'il a quand même eu pas mal de déchets et un petit manque de lucidité parfois. Notamment, je pense à une action où Di Maria est tout seul et peut partir au but et il préfère la garder quitte à affronter 3 défenseurs. Pas trop compris ce choix-là. Et ensuite, Riemann qui parfois a quand même des petites absences au niveau de la défense et qui a parfois pu nous mettre en difficulté. Enso qui aussi au niveau défensif nous a mis en difficulté une fois. Et pour la forme, alors il n'y en a que 2, mais pour la forme, je mettrais Di Maria qui dans le dernier tiers du terrain est toujours aussi agaçant et parfois des choix s'imposent et il fait tout le contraire, donc voilà. Moi, vraiment pour la forme, hein, malgré le fait qu'il ait fait un super match. Okay. Voilà. Ok, c'est noté. Olivier, est-ce que tu veux amener ton petite participation au nommage des flops? Je vais y arriver. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas de flop dans un match comme ça, c'est difficile de dire des flops. Tout au plus, il y a des déceptions. Alors Weah, mais bon, on le met dans une situation qu'il n'a pas les capacités actuelles d'affronter. Il était dans une ligne d'attaque avec 2 joueurs extrêmement libres, qui écartaient beaucoup, qui bougeaient beaucoup. Lui, on lui demandait un petit peu d'occuper l'axe. Ça, il sait pas faire. Déjà, dans les équipes de jeunes, il joue plutôt sur le côté. Donc, il n'a pas encore ni le bagage technique, ni l'épaisseur physique pour résister au duel dans un rôle comme ça. On a vu parfois, et je rejoins un petit peu ce que dit Clément sur Di Maria, oui, effectivement, il est décevant parfois dans la dernière passe, mais si t'as pas un avant-centre qui bouge, qui fait les appels au bon moment, qui lui propose des solutions au bon moment, c'est parfois aussi difficile d'être efficace. Donc je crois que Weah n'a pas été, mais on peut pas lui en tenir rigueur parce que c'était vraiment un poste où il était un peu sacrifié. Je crois qu'il a pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur en pointe comme ça. Même sur le reste, il a été plutôt bon. Non, celui qui m'a déçu, c'est Diarra, que j'ai trouvé extrêmement discret, en dessous de ce qu'on pouvait attendre, notamment au vu de ses bonnes prestations dans un rôle de libéraux dans les premiers matchs. Et je crois qu'il a pu maintenant le volume physique pour jouer en sentinelle. On avait vu ce que Marco avait pu apporter dans ce rôle-là dans le match précédent contre l'Atlético. Qu'est-ce que va en faire Tourelle? Est-ce qu'il va devenir un peu le bouche-trou en défense au milieu de terrain? Bon, là aussi ça va dépendre du mercato, mais je crois que Diarra va avoir des difficultés cette année et il nous les a un peu étalées lors de ce match. Basto, tu conclus? J'avais aussi mis Riemann, Weah, hélas, dans ma liste. Après, Weah, oui, c'est un joueur un peu comme Obama à ses débuts. J'ai l'impression qu'il passera par ses courses, donc il va vraiment devoir s'améliorer dans ses appels. Par contre, Olivier, à un moment, Weah est tout seul devant le but et Di Maria l'oublie alors qu'il est vraiment isolé. Ouais. Et Di Maria préfère jouer sur le côté droit sur Dagba, ce qui était le mauvais choix.
Après, j'ai une petite déception, mais en fait c'est même pas une déception. Je mets Thiago Silva qui a fait un très bon match de reprise, mais qu'un mec comme Riemann, qui soit un mec de 27 ans qui joue en CFA, ce soit lui qui prenne le plus de risques avec ballon. C'est lui qui a essayé de percer les lignes, c'est lui qui a été qui a pris le plus de risques dans la relance, notamment sur le 3e but, où c'est lui qui fait l'ouverture sur Nzonzi. Ça me pose un petit peu de problème. Oui, là, tu sais, Daria, si je peux rebondir, parce que cet acharnement bastien sur Di Maria et Thiago Silva, je crois qu'il faut pas demander, il faut demander, enfin, moi j'aime que les joueurs remplissent ce qu'ils savent faire le mieux. Et on connaît maintenant Thiago Silva, on peut pas être surpris par les caractéristiques de son jeu. On joue ici avec 2 défenseurs centraux. Moi, ça ne me choque pas qu'il y en ait un qui soit plus en couverture et l'autre qui soit un peu plus en profondeur et qui fasse les décalages. Donc, il faut voir aussi tout ce que dans le dos de Riemann, qui n'a pas été exceptionnel à ce niveau-là, toutes les situations que Silva, par son positionnement, par son intelligence de jeu, par sa vision, a récupéré. Donc je crois qu'il est comme ça. Maintenant, il découvre le système Tourelle. Il va probablement, parce que c'est un grand professionnel, c'est quelqu'un d'intelligent, faire ce que son entraîneur va lui demander, mais pour le moment, débarquant de ses vacances, remis dans un système qu'il connaît parfaitement et qu'il maîtrise parfaitement, je ne crois pas qu'on puisse lui tenir grief de faire du Thiago Silva. J'espère cette année qu'il fera autre chose dont je pense qu'il est capable de faire. Si je peux me permettre, je suis plutôt d'accord avec Olivier sur Thiago Silva, que c'était un petit peu tôt pour attendre autre chose, et je voulais juste pour le coup prendre la défense de Riemann qui a été nommée par chacun de vous trois, parce que si c'est vrai qu'il a été très très mauvais défensivement, par contre au niveau des sorties de ballon, comme Bastol soulignait, il a rendu une très très belle partie. C'est un joueur qui d'habitude joue pur 6 et qui joue vraiment que latéral, donc il prend très peu de risques vers l'avant. Mais là en l'occurrence, il a été très intéressant. Alors maintenant je vais vous demander de passer sur Tourelle comme on dit, moi j'arrive toujours pas à le dire. On a assisté pour ce match à un changement de système. On est passé d'un 3-4-2-1 à un 4-3-3. Est-ce que vous en tirez des embryons de conclusion? Olivier, tu commences. Comme tu le sous-entends, et à juste titre, il est difficile de tirer la moindre conclusion de cette préparation du fait des circonstances, les nombreuses absences, les retours très échelonnés des titulaires. Quand est-ce que Tourelle a pu travailler avec ceux qui seront dans son 11? Pour le moment, pratiquement pas. Alors, il a profité de l'absence des titulaires, justement, avec les gamins, pour pouvoir essayer de mettre en place sa défense à 3, avec des animations à chaque fois, milieu-attaque un peu différentes. On a vu des 3-4-2-1, des 3-5-2, des 3-4-3. Alors, ça a marché plus ou moins, mais on sent que c'est son système préférentiel et c'est ça qu'il essaye d'installer. Que pour le premier match à enjeu, il soit repassé au 4-3-3, moi je trouve ça tout à fait compréhensible, parce qu'il n'avait pas tout son effectif, que les titulaires étaient arrivés très tard, et qu'il n'avait pas encore travaillé la défense à 3. Et que faire jouer pour un match important comme celui-là, un premier match officiel, les joueurs dans un système qu'ils maîtrisent le mieux, pour moi c'est tout à fait logique. Ça témoigne de son intelligence pour s'adapter à l'effectif du moment, plutôt que d'essayer de le contraindre à un système auquel il n'est pas accoutumé, et je vois pas ce qu'il aurait pu en tirer. Alors qu'est-ce qu'il va choisir pour l'avenir, puisque c'est un petit peu ça la question qu'on peut se poser. Il se dit, pour ceux qui le connaissent mieux, moi je le connais moyennement, qu'il souhaite faire travailler plusieurs systèmes, qu'il est capable d'en changer même en cours de match. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas vu ça, c'est difficile de tirer des conclusions. Et puis surtout, il n'a pas encore son effectif entier sous la main. Et moi, la question que je me pose, la question qui me semble être le pivot de ce qu'il va être capable de faire, c'est lorsqu'il aura récupéré Neymar, Cavani et Mbappé, comment il va pouvoir les intégrer, comment il va adapter leur... Olivier, oui. Je vais me permettre parce qu'on est un petit peu en train de déborder sur la question qui suit. Ok. Est-ce qu'on peut vas-y, recadrer spécialement sur la problématique du changement de système et de ce que ça t'a apporté, de ce que tu as perçu par rapport au changement de système. Donc tu nous as dit que... Non, pour moi c'est normal. Pour un match en jeu, ça ne veut rien dire. Il s'est remis dans le système que les joueurs qu'il avait sous la main maîtrisaient. Et ça ne veut rien dire par rapport à l'avenir.
Merci beaucoup Olivier. Basto, si tu veux enchaîner, embrayer. Je suis d'accord avec Olivier déjà pour préciser qu'en prépa on n'avait pas eu qu'un système, on en avait eu plusieurs. On avait même joué en 4-2-3 en seconde mi-temps contre l'Atlético Madrid, donc on a même joué à 4 derrière, même si c'est évidemment le système à 3 qu'on a le plus vu. Comme l'a dit Olivier, il y avait une question de pragmatisme. Silva qui vient de revenir, qui n'a pas encore pu s'habituer à ce système, de jeunes latéraux qui étaient titulaires, qui en CFA ou en U19 jouent en 4-3-3. Donc pour une première en match officiel, c'est plus simple pour eux. Et peut-être aussi une question d'adaptation à l'adversaire. On sait que Tourelle aime beaucoup adapter son système à l'adversaire. Là, on avait un trio au milieu à Monaco avec qui sont Pelé, Tillman, Aou, qui sont des milieux de projection qui peuvent partir facilement dans le dos des milieux adverses. Et du coup, les bloquer avec 3 milieux plutôt que 2. C'était peut-être une idée. Et aussi la faiblesse des Monégasques au poste de latéraux, puisqu'on avait Serrano et Ragui qui étaient titulaires, qui sont vraiment leurs points faibles. Autant dans un système à 3, on a 2 vrais pistons sur les ailes, alors qu'en 4-3-3, on peut avoir les 2 latéraux, les 2 ailiers, même si hier c'était des faux ailiers qui se recentraient, et on peut avoir aussi les 2 relayeurs qui s'écartent, donc plus de chances d'avoir une densité sur les ailes en 4-3-3. Clément, bonne chance. Alors effectivement, c'est difficile de tenir des conclusions après ce mois un peu compliqué en termes d'effectifs. Cependant, il faut quand même noter un certain nombre de choses qui sont le fait que j'ai l'impression qu'avec Tourelle, il y a quand même une mise en avant du dépassement de fonction, et donc les joueurs ne sont pas forcément cantonnés à un rôle, et ça c'est quelque chose que j'apprécie, et que quand on voit, alors désolé je fais référence au passé, mais avec les entraîneurs précédents, il y avait un joueur à un poste, mais il fallait que ce soit un spécialiste du poste, et par contre c'était compliqué, le mettre à d'autres postes, il faisait la gueule, machin. Là j'ai l'impression que Tourelle met en avant le côté polyvalent des joueurs, leur dire que c'est de cette façon qu'ils vont progresser, que aujourd'hui on a l'impression que, enfin, les joueurs ont l'air quand même assez heureux de bosser avec lui, hein, quand on voit la scène du match. Et alors... est-ce que désolé, hein, je fais un petit aparté là-dessus, mais c'est vrai, est-ce que tout ça n'est pas lié justement à cette philosophie que Tourelle met en place, où il met en avant ce côté polyvalent des joueurs, où il met en avant le fait qu'il faut travailler sur le terrain, il faut ne pas se cantonner à un seul poste, être ouvert d'esprit. Aujourd'hui, on a des postes on a des joueurs qui jouent parfois sur des postes assez étonnants, hein, et pour autant, ils n'ont pas l'air malheureux, ils s'impliquent, ils donnent le maximum. Alors, moi, je trouve que c'est difficile de comparer au match précédent, notamment parce que chaque match avait son lot de retours, et donc du coup, c'est difficile de comparer. On va revenir sur la comparaison, ou le non-sujet de la comparaison dans la question suivante. Excuse-moi de te recadrer. Ouais. Mais... Après, bon, pour terminer, moi pour ma part, je trouve que on est revenu à un certain pragmatisme avec un système que tout le monde connaissait tous, parce que même le centre de formation joue de cette façon-là. Et aujourd'hui, on a eu le loisir d'apprécier une équipe qui jouait les uns pour les autres, qui donnait son maximum, et qui a essayé de mettre en avant son jeu en mouvement, de travailler sur les ailes, et notamment le milieu de terrain qui jouait vachement entre les lignes, ce qu'on a pu constater tout au long de ce mois, c'est que les joueurs ont tendance à prendre des initiatives, ce qu'on voyait un peu moins avant. Voilà. Merci Clément. Et justement, peut-être en question subsidiaire, il apparaît que qui était dit de Tuchel, qui aimait parfois changer de système, comme le disait Olivier, voire même changer de système en match. On n'a pas encore vu à Paris, mais il est possible qu'on le voit. Est-ce que vous pensez que, justement, parce que vous disiez que tous les joueurs semblaient adhérer à ça, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être offrir de la friction par rapport à ça, ou vous n'en voyez aucun? Je fais référence au fait notamment que Tuchel, dans ses précédents clubs, avait l'adhésion de la majorité de son vestiaire, mais il avait eu notamment je pensais à Mats Hummels, où il avait eu quelques petits soucis avec certains joueurs. Est-ce que vous voyez des joueurs de l'effectif à qui ça pourrait poser problème, cette adaptabilité systémique?
Qui veut y aller? Bah, moi je veux bien aller, mais Hummels c'était plus un problème de caractère et d'humanité, c'est pas une question de changement de poste. Après, à Paris, est-ce qu'il y a des joueurs réticents à changer de poste? Je sais pas, on peut penser à Rabiot, on verra bien ce qu'il en fait. Je note juste un truc hier, c'est que quand Las sort, c'est Marquinhos qui rentre en 6 et Rabiot reste 8. Et ensuite, c'est Bernadette qui rentre en 6 à son tour, quand Marquinhos revient en défense centrale, alors que Bernadette est un relieur de formation et Rabiot reste une nouvelle fois 8. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Je pense pas. Peut-être que je pense juste qu'il veut pas chambouler les postes pour garder une certaine continuité dans le match. Mais on verra bien, on peut pas savoir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir à cette question en plus? Moi, peut-être, juste une remarque, c'est que, Rabiot a rechigné pendant 4 ans pour ne pas jouer en sentinelle, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on parle aujourd'hui d'une prolongation, alors que, quelque part, c'est un peu un poste qu'il occupe au cours du match, mais pas à temps complet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le message de Tourelle passe même avec une tête dure comme ce joueur un peu particulier, quoi. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signe. On va voir dans le futur. Tu veux réagir, Olivier? Oui, moi, même si on ne fait pas référence au passé, j'ai quand même le souvenir de joueurs influents sur l'entraîneur après qu'il ait voulu mettre en place au début de son mandat un système différent de celui dans lequel ils étaient accoutumés à jouer, et après quelques résultats un peu insuffisants, les joueurs ont fait pression pour revenir à l'ancien système. Donc on peut jamais savoir comment ça va se passer, on peut jamais savoir s'ils vont adhérer, on peut jamais savoir, on peut pas jouer à 22, donc ceux qui vont être mis sur le côté, comment ils vont réagir. Donc pour le moment, c'est très difficile de tirer des conclusions. Mais en tout cas, comme d'habitude, tout le monde semble très ouvert pour le moment. Après, les choses vont changer lorsque les vraies décisions vont être prises. D'accord. Surtout les résultats. C'est surtout les résultats qui vont conditionner l'état d'esprit des joueurs quant à leur positionnement, je pense. Pas nécessaire. On est dans une année post-Coupe du Monde. Il y a toujours un petit peu plus de tolérance en début de saison pour les résultats que dans les années qui ne sont pas après une compétition internationale. Oui, mais des joueurs. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Oui, mais des joueurs qui, par exemple, sont un petit peu obligés de jouer à certains postes. Si les résultats suivent pas et également que eux n'ont pas des bonnes performances, là, ça va commencer peut-être à rechigner. Et là, ils vont dire ah non, la dernière fois j'ai merdé. Enfin, tout ça conditionne le futur du bon équilibre du groupe. D'accord, mais c'est tout à fait possible. On verra. Sinon, donc après un premier match que moi j'ai trouvé charmant contre le Bayern, on a vu l'équipe couler contre Arsenal, avant de trouver leur première victoire contre l'Atlético dans la conclusion de ce qui fut l'International Champions Club pour le Paris Saint-Germain, et enfin contre Monaco hier. Voyez-vous une évolution dans notre jeu au travers de ces matchs? Des éléments se mettre en place en dépit d'un effectif qui est très loin d'être complet? Lesquels? Basto, tu commences. On en a un peu parlé là justement dans la dernière question, on a un peu débordé dessus. Moi j'attends toujours quelques semaines avant de faire un bilan, et je fais très rarement des bilans de matchs amicaux, donc c'est compliqué de répondre à cette question. On voit ce qu'on connaît de ce coach pour le moment, c'est-à-dire plusieurs systèmes vus sur plusieurs matchs, avec des jeunes, un certain pragmatisme, puisque Tourelle, même si c'est un coach qu'on dit dogmatique, et pour moi un coach pragmatique qui s'adapte toujours à la situation et à l'adversaire, ce qu'on a pu voir hier justement avec son retour en 4-3-3. Dans le jeu, on va attendre un peu, mais j'espère que les positionnements de Rabiot après la 20e, ou Verratti et Nkunku, c'est-à-dire aller vraiment passer cette première ligne de pression adverse et aller proposer entre les lignes, c'est un autre point faible ces dernières années, donc j'espère vraiment que ça va continuer dans ce domaine-là. Ok, est-ce que toi, Clément, par contre, tu as vu une évolution sur les premiers mois, au-delà du fait que ce sont des matchs amicaux, ou pour toi aussi, il n'y a vraiment aucune conclusion à en tirer, c'est trop tôt? Alors moi, j'ai quand même le même constat que Basto, c'est qu'effectivement, je trouve que le jeu entre les lignes est beaucoup plus intéressant que les dernières saisons. Que les milieux avaient tout de suite tendance à courir et à essayer de trouver des espaces, alors que auparavant c'était quand même assez statique, et c'était quand même l'attaque qui conditionnait l'animation, alors qu'aujourd'hui ça part un peu de partout. Et dernière chose, quand même physiquement, je trouve que c'était quand même assez costaud, parce que les deux premiers matchs de préparation, ils ont été catastrophiques physiquement. Enfin, les 4 si on compte les 2 qui n'étaient pas diffusés.
de ce que j'ai pu voir, les joueurs au bout de 60 minutes, ils étaient complètement rincés. Mais sur les 2 derniers matchs, face à Atlético et face à Monaco, on n'avait pas vraiment l'impression qu'à la fin du match, qu'ils étaient fatigués, quoi. Ils ont bougé et pourtant ils étaient encore en forme à la fin du match. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être moins galérer en début de saison que par rapport à d'autres années. Maintenant, on va attendre de voir. Après, le pressing haut aussi était intéressant, avec un pressing haut surtout dans le dernier tiers du terrain. Et si les 3 joueurs du milieu de terrain, du milieu de terrain étaient passés, là par contre le bloc redescendait très vite, très bas. Avec Di Maria qui a fait des tacles, Di Maria qui défend quasiment jamais d'habitude, qui est venu défendre plusieurs fois devant la surface de réparation et on voit les joueurs vraiment impliqués, quoi. Donc je trouve que ça fait plaisir. Merci. Olivier, est-ce que toi tu participes de l'avis de Clément? Je crois que surtout tu nous demandais si on avait vu une évolution au fur et à mesure des matchs disputés dans cette préparation. Je crois que cette évolution, elle est évidente parce que progressivement, on a intégré des joueurs titulaires de l'effectif. Entre les premiers matchs où il y avait que des gamins et le dernier match où il y avait 4-5 joueurs qui étaient des titulaires à part entière, on a bien vu la grande différence. Les gamins, c'est bien, mais on a besoin d'avoir des joueurs d'expérience. Et c'est la seule chose que je retiens de cette préparation qui, pour le moment, ne me donne aucune indication tactique parce qu'il n'a pas pu travailler avec les joueurs qu'il va utiliser. Donc l'amélioration, elle s'est faite. Physiquement, je rebondis sur ce que disait Clément, je crois que la préparation physique était très bien gérée. Et puis l'entrée des joueurs de plus grande expérience, de plus grand talent, a fait augmenter le talent de l'équipe. Donc je vois une progression plutôt grâce à ça. Bon, au vu de vos réponses, je vais avoir peu de succès avec ma prochaine question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que, en dépit du fait que ce ne sont que des matchs de préparation, vous voyez des défauts récurrents? Si oui, lesquels? Et est-ce que pour vous, il ne s'explique, comme vous le sous-entendiez, que par le fait que l'effectif n'est pas encore au complet, ou sinon par une difficulté d'intégration des consignes du coach? Pour une autre raison, Clément, tu commences? Effectivement, il y a une part qui est liée au fait que l'effectif n'est pas encore au complet. Là, on est encore vraiment qu'au tout début du retour des internationaux. Il nous reste tous les champions du monde. Les Brésiliens, ils ont joué pas beaucoup. Donc effectivement, là, il va y avoir un apport en termes de talent qui va être non négligeable dans les 3 prochaines semaines et qui vont effectivement augmenter notre compétitivité. Après, effectivement, je pense que il faut pas non plus imaginer que tout va être réglé avec l'intégration des internationaux, mais effectivement, il y a quelques défauts. Parfois, le bloc se désagrège. Il y a des joueurs qui laissent des espaces dans leur dos. Donc, on verra comment ça va évoluer, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu précipité de conclure sur ces 2 derniers matchs qui ont été assez complets, je trouve. Merci. Est-ce que, Olivier, toi, tu as vu des défauts qui apparaissent dans les systèmes qu'essaie de mettre en place Tourelle ou des difficultés dans l'adaptation des consignes du coach? Moi, c'est l'interrogation que j'ai pas vu de défaut parce que on peut pas voir de défaut lorsqu'il y a tant de l'effectif est tellement instable, l'effectif est tellement différent de ce qu'il va être. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à la suite de la victoire d'hier, c'est les critiques que Tourelle a émises par rapport à ce qu'il avait vu et qui manifestement le contrariait par rapport à son projet de jeu, c'est-à-dire ses critiques sur la non-coordination du pressing et sur les espaces qu'il avait vus tant en phase offensive que phase défensive. Je crois que Tourelle, il va proposer quelque chose de différent de tout ce que les joueurs du PSG ont rencontré jusque-là. Que ce soit avec nos 3 entraîneurs précédents, c'était des systèmes qui étaient assez cadrés, avec un projet de jeu
sans être simpliste, qui était quand même simple, qui donnait aux joueurs une direction facilement compréhensible. Alors, il s'adaptait ou il s'adaptait pas, ça c'était autre chose. Tourelle, on a l'impression qu'il a beaucoup d'idées, qu'il a beaucoup d'envie de faire évoluer les choses, donc il propose un autre challenge à ses joueurs. Il fait appel vraiment à leur intelligence, à leur capacité à réagir, à s'adapter. Il y a dans un projet entre un entraîneur et des joueurs, il y a l'adaptation des joueurs au projet et l'adaptation de l'entraîneur à ses joueurs. C'est là-dessus que ça va jouer le challenge Tourelle, parce qu'il est un peu différent des autres, il est un peu plus sophistiqué, un peu plus compliqué que les autres. Et puis il y a un gros point d'interrogation, qui est pour moi mon interrogation principale. Comment la MCN va s'intégrer dans ce schéma-là? Quand on a vu les difficultés l'année dernière, notamment dans le repli défensif, dans l'animation et la complicité entre ses joueurs, comment Tourelle va s'adapter à eux et comment eux vont s'adapter à lui. Donc c'est plus des interrogations, un espoir parce que ça va être un jeu sûrement très excitant, mais c'est un jeu, et on l'a vu dans ces clubs précédents, qui est un jeu à haut risque, avec souvent des difficultés à la perte du ballon, donc il nécessite une très grande implication, un très bon pressing, un très bon repli, et c'est tout ça qui peuvent poser des problèmes, mais qui fait aussi qu'on est très excité à l'idée de voir comment les choses vont se mettre en place avec cet entraîneur. Basto, est-ce que tu veux réagir? Ouais, moi dans les défauts récurrents, que ce soit dans la prépa ou dans ce match contre Monaco, c'est vraiment la dissociation des trois blocs, que ce soit la ligne défensive, la ligne du milieu et la ligne d'attaque sur certaines minutes de jeu, surtout les 20 premières minutes. Après ça a été mieux. On a ce problème ligne défense, ligne milieu, puisqu'hier on a eu, à part Riemann, aucun des trois autres de la ligne de DC qui ont pris des risques dans la première relance. Bon, on va excuser Silva qui était en reprise et les deux jeunes latéraux, mais ça crée du coup des difficultés. Ensuite, au milieu attaque, on a eu pendant 20 minutes, comme j'ai dit, les milieux qui se projetaient pas derrière la première ligne de pression, ce qui faisait qu'on pouvait pas se trouver entre les lignes. Alors tout ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, évidemment, mais après j'ai peur qu'il y ait des profils de joueurs comme Marco, Rabiot, Silva, c'est des joueurs dont on a vu qu'ils pouvaient le faire par intermittence, mais ça ne devenait jamais une habitude. Donc c'est ma question qui se pose. Est-ce que ces joueurs peuvent l'intégrer définitivement, ou est-ce qu'on le verra seulement de manière sporadique? C'est ma crainte. Et donc pour moi, j'estime qu'il y a un recrutement nécessaire quand même. On reviendra sur le recrutement. Bon, pour clore Tourelle, je vais vous poser une dernière petite question. Vous le sentez comment, le PSG version Tourelle? Et au passage, un petit commentaire sur ce fameux bizutage. Olivier, je te laisse commencer. Bah moi, parce que je suis un vieux et que j'ai connu de nombreux débuts de saison où les joueurs sont ravis d'avoir cet entraîneur et l'entraîneur est ravi d'avoir ses joueurs, j'ai envie de tirer le signal d'alarme. Attention, danger, risque d'enflammade maximum. Je crois qu'on est surpris parce que des jugements très négatifs avaient été émis sur le caractère de cet entraîneur, et je reprends ce que disait Basto sur Mats Hummels, qui l'a côtoyé à Dortmund, et qui aurait dit que s'il revenait l'entraîner au Bayern, il demanderait à être transféré, donc ça montre bien que ça avait dû chauffer entre eux. Et puis il a une image qui est véhiculée en Allemagne d'un coach autoritaire, cassant, voire volcanique. Et bien là, on n'a rien vu de tout ça. Et les différentes scènes médiatisées auxquelles on a assisté, elles ont été plutôt séduisantes, avec des accueils très chaleureux des arrivants, qui prend dans ses bras, qui l'embrasse, les sourires, les complicités, les gamins qui se jettent sur lui lors du dernier but de la victoire contre l'Atlético. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de la scène de chahut estudiantin monstre lors de la conférence de presse, où il est arrosé copieusement de champagne avant que, en direct live, les joueurs le poussent à chanter sa chanson de bizutage. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça m'a rappelé un peu la conférence de presse post-victoire en finale de la Coupe du Monde, où Deschamps est aussi arrosé par ses joueurs et chahuté. Je crois qu'il est très important qu'un entraîneur réussisse à établir un contact fort avec ses joueurs. On a tous le souvenir de Carlo Ancelotti, dont c'est une des principales qualités, à la fois la rigueur dans la gestion de ses joueurs, mais aussi cette empathie, ce côté un peu paternel qui fait tout son charme et toute sa force. Peut-être que Tourelle a compris ça. Il est un jeune entraîneur face à des monstres du football. Dans le vestiaire, il a peut-être intérêt à gagner leur confiance, à se les mettre dans la poche,
Et comme ça sera plus facile pour lui de les guider vers des choses plus difficiles qui vont les faire sortir de leur zone de confort. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut pas dire autre chose que les débuts de Tourelle sont pleinement réussis. C'est un sans faute, sportif et médiatique. Maintenant, on sait bien que tout ça est très fragile, les égos, dans un vestiaire de stars. Mais il y a un gros bon point à lui donner, et je souhaite qu'il continue comme ça, et qu'il donne au PSG une image un peu plus riante que peut-être elle a été par le passé. Est-ce que tu valides ce que dit Olivier Baston? Oui et non. Moi, je suis pas étonné du comportement de Tourelle. La plupart des joueurs disaient du bien de lui. Hummels, ils sont 2 ou 3 à en dire du mal de Tourelle dans ces propos-là, alors que la plupart disent que Tourelle était un coach très attachant. Après, Tourelle a un peu ce côté, on va dire, lunatique. C'est quelqu'un qui peut te dire « je t'aime » en étant très froid, et qui peut dire aussi « fais gaffe à toi » avec un grand sourire charmeur. Donc Tourelle est capable pour moi d'avoir cette bonhomie, et dans 2 mois de venir étrangler un ou 2 joueurs qui ne lui apportent pas satisfaction. C'est vraiment un coach dont le comportement est très différent des autres et difficile à analyser. Pour le moment, tout se passe bien, et je pense que de toute façon c'est quelqu'un de très intelligent sociologiquement. Pour revenir à comment je le sens, je pense qu'on prendra du plaisir, on verra des nouveautés, on verra de la variation, on aura des surprises dans les compos, dans le jeu. Pour le reste, on verra bien. Clément? Moi, pour ma part, je trouve ça intéressant que Tourelle, contrairement au passé, encore une fois, crée un lien fort avec son effectif, parce que quelque part, il sait que dans les moments difficiles, c'est son effectif qui va le sauver, sûrement, peut-être. Et ça change un peu de ce qu'on a pu voir auparavant, même si Ancelotti avait également un peu le même style de management. J'espère que les résultats vont suivre pour approfondir également cette relation qui est entre l'entraîneur aujourd'hui et les joueurs, et qui est déjà très forte après 1 mois, et c'est vrai que c'est hyper étonnant, quoi. Et après, dans le jeu, c'est vrai que moi j'ai été surpris par des compos assez audacieuses, par une défense à 3 que je réclame depuis des années. Enfin, alors je ne l'ai pas eu sur les 2 derniers matchs, enfin si, par intermittence. Mais je trouve que c'est un coach audacieux et qui prend des risques, certes, mais qui nous donne du spectacle, qui aujourd'hui, je trouve que sur aucun des matchs amicaux, personnellement, je me suis ennuyé. C'était quand même... malgré une période compliquée, je trouve ça incroyable d'arriver à produire du beau jeu face à des équipes qui sont quasiment intégralement complètes, quoi, qui font partie du Gotha européen. Donc je trouve ça annonciateur de bonnes nouvelles. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais j'espère que cette aventure ne fait que commencer. Merci Clément. Alors avant de passer à la question suivante, je vais juste revenir sur 2 petits points. La capacité de Tourelle de créer un contact avec les joueurs. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il est tactile sur les vidéos. Marquinhos était très surpris de le voir à ce point tactile, et sa capacité de à ce point créer une connexion par le toucher. Et enfin, je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Clément, sur le fait que physiquement, on avait fait d'énormes progrès. Oui, c'est vrai, mais par rapport à ce que j'ai l'impression qu'attend Tourelle, ce qui est un bloc qui est mieux tenu, mieux capable de bouger ensemble, c'est des exigences physiques qui sont encore plus grandes. Et j'espère qu'on y arrivera dans les meilleurs délais, mais il y a encore du boulot. Pour les Titi, donc maintenant, on a eu l'occasion pendant ce mois, enfin plutôt ces 2 semaines et demie de match, de voir beaucoup de Titi. Lesquels vous ont plu et pourquoi? Je vous demande d'en choisir au maximum 3. Tu commences, Baston. Moi, les 2 qui m'ont plu, c'est les 2 qu'on a moins vus quand je jouais qu'une mi-temps contre l'Atlético. En numéro 1, c'est Adli, que je suis depuis quelques années, qui est vraiment le joueur qui chez les jeunes me fait la plus forte impression. C'est quelqu'un qui joue très simple, qui sait trouver des lignes de passe, qui est intelligent dans ses choix, qui ne le réalise pas toujours bien pour le moment, mais qui est très intelligent dans ses choix, qui peut jouer vite vers l'avant, qui peut temporiser. Donc il a tout du milieu moderne et tout terrain. Donc sur ses 45 minutes contre l'Atlético, quand il est rentré, il a tout de suite trouvé 5 ou 6 lignes de passe qui ont amené des décalages. Le deuxième qui était rentré dans ce match était Diaby, qui est un espèce d'ailier feu follet qui
qui fait pas mal de différence et qui a déjà une bonne finition. On l'avait vu en jeune, on l'a vu contre l'Atlético avec sa frappe croisée. Donc il a cette lucidité que certains joueurs de son profil et de son âge n'ont pas encore. En troisième, j'ai mis Dagba, lui qui a fait toute la préparation et je ne connaissais pas du tout pour le coup. Et qui m'a plutôt fait une bonne impression contre Munich. Après, j'ai pas vu le match contre Arsenal, je l'avoue. Et contre l'Atlético, il a été pas mal. Et hier, pour son premier match en pro officiel, il a pris des initiatives encore plus que ce qu'il avait montré en match amicaux. Donc pour moi, c'est la découverte de cette préparation. Et si je peux ajouter, et en plus, il joue à un poste pour lequel on a un blessé de longue durée. Et donc, il peut avoir du temps de jeu à grappiller, le Dagba. Clément, quel Titi as-tu aimé, toi? Alors, pareil que Basso, effectivement, donc Adli et Diaby, donc les deux derniers Titi d'or, hein, on va le rappeler, mais c'est vrai qu'ils ont un truc en plus par rapport à beaucoup de jeunes joueurs qu'on a pu voir sur les premiers matchs de préparation et qui, franchement, leur entrée face à l'Atlético, tout d'un coup, ils ont rayonné, quoi. C'était assez incroyable. Après, comme petit bonus, je vais mettre Guendouzi, hein, qui à la base formé à Paris et qui était assez hyper impressionnant à Arsenal. Dommage qu'on n'ait pas pu réussir à l'acheter, mais c'était vraiment un crack, lui, c'est hyper impressionnant. J'ai regardé tous les matchs d'Arsenal et haut niveau. Et après, alors je sais pas si on peut considérer Nkunku, mais voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, je le considère encore plus ou moins comme un Titi, mais c'est vrai qu'il y a une question après. Ouais, il y a une question après que je vais zapper qui est Nkunku est-il toujours un Titi qui veut? Clément, oui, mais on en a beaucoup parlé avant en fait de Nkunku lors du match contre Monaco. Et je pense que je vais zapper cette question parce que clairement Nkunku n'est plus un Titi, quoi. Ah, ça reste toujours un enfant de Paris, donc ça reste toujours un Titi. Okay. Moi je le mettrai encore en Titi parce que c'est peut-être la première saison où il va réaliser peut-être une saison pleine. Je trouvais qu'il était il arrivait sur le terrain de façon assez sporadique les dernières saisons, il jouait 15 minutes par-ci par-là et il a fini la saison dernière après la perte en Ligue des Champions et le manque de motivation des cadres. Mais je pense que cette saison il a vraiment une carte à jouer et c'est pour ça que pour moi je le considère encore comme un Titi, puisque cette année il aura peut-être l'occasion, comme Adrien Rabiot en son temps, de faire ses preuves sur le terrain avec un temps de jeu clairement accru. Voilà. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais sur la saison dernière, il doit bien être à 15 matchs en temps de jeu cumulé à l'arrivée. On peut pas dire qu'il n'a pas joué, quoi. Et l'année d'avant, il est déjà à titularisation. Voilà. Enfin, c'est quand même un garçon qu'on commence à avoir l'habitude de voir avec les pros, peu importe les circonstances qui l'amènent à rentrer. On peut pas dire qu'il n'avait pas eu tant de jeu avant. C'est plus le petit jeune qui doit prouver, je parle trop et du coup je vais repasser la main à Olivier. Bon, moi je mettrai un top collectif pour les Titi. Je pense qu'ils ont été globalement tous à la hauteur. Adli, Diaby, on les a vus très tardivement parce qu'ils étaient au championnat d'Europe des moins de 19 ans. Et la mi-temps qu'ils ont joué à l'Atlético, ça ressemblait à une mi-temps de Youth League. Il n'y avait pas beaucoup d'adultes dans cette mi-temps, donc on sent qu'ils ont du potentiel, mais c'est très difficile de les juger. Alors moi j'en ai sorti deux parce que, comme quelqu'un l'a dit, on ne sait pas comment le mercato va évoluer. On va peut-être rester faible sur certains postes, notamment les latéraux, et on aura peut-être besoin plus de certains que d'autres. Et les deux latéraux qui ont joué contre Monaco, moi m'ont séduit, que ce soit Ensoki, qui est plutôt un défenseur central de formation, mais qui a quand même réussi une belle prestation de latéral, avec notamment 2 passes décisives, et puis Dagba, qui a plutôt été bon défensivement, et que j'ai trouvé aussi très bon avec le ballon, avec des belles percées et des centres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des latéraux du PSG qui centraient aussi bien que Dagba. Donc ceux-là ont peut-être une chance du fait des limites de notre effectif de pouvoir rentrer un peu plus régulièrement dans la rotation. Je vais juste me permettre de passer la main à Basto pour Ensoki parce que c'est pas sûr qu'il reste à Paris.
Ouais, enfin d'après les infos de certains sites confirmés comme Paris United ou Goal ou Loïc Tonzi de RMC qui sont plutôt des sources fiables, Elzoki ne veut pas signer pro et donc du moment où il veut pas signer son contrat pro, Paris est dans l'obligation de le vendre s'ils veulent en retirer quelque chose. Il y a déjà des offres de 2 ou 3 clubs, notamment Newcastle et Marseille, d'une dizaine de millions d'euros. Donc oui, c'est pas du tout sûr qu'il reste. Ça serait vraiment dommage d'avoir fait signer autant de joueurs cette année, d'autant de jeunes, et de laisser partir encore un des plus prometteurs. Moi, je serais vraiment désolé de cette évolution. Elle est probable, malheureusement. Bon, bah, pour Nkunku, donc apparemment tout le monde voulait avoir son petit mot sur Nkunku. Basto semblait très triste que je retire la question, donc je vais lui laisser la main. Non, je disais juste que ça restera toujours un Titi, même s'il restait jusqu'à 35 ans, parce que le mot Titi peut aussi signifier enfant de Paris, donc ça restera toujours un enfant de Paris. Maintenant, on peut plus le considérer comme le petit jeune qui doit faire ses preuves et jouer de manière chaque 3 matchs, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il commence à enchaîner les titularisations, il en a fait une dizaine il y a 2 ans, il en a fait une quinzaine l'année dernière. Et ça commence à être pas mal, donc oui, il a sa place dans un groupe de 20 joueurs. Maintenant, on n'a plus à se poser cette question. Donc c'est sportivement, il sera assurément titulaire dans tous les clubs de Ligue 1. Peut-être pas à Lyon. Peut-être pas à Lyon, ouais. Ça se discute encore. Dans voir au moins 15 clubs. Voir Marseille, je suis pas sûr qu'il serait titulaire. Faut voir, il aurait même pas Monaco avec Tillmans. Il aurait une chance, il aurait peut-être plus de temps de jeu qu'à Paris, mais est-ce qu'il en aurait beaucoup plus dans ces 3 clubs? Mais oui, c'est en tout cas, mis à part le top 4, c'est sûr qu'il a sa place partout ailleurs. Mais Clément, toi tu veux peut-être conclure sur Nkunku? Tu sembles l'aimer. Moi je passe mon tour, je pense que j'ai suffisamment argumenté tout à l'heure. Moi je suis en admiration devant ce petit jeune qui progresse, enfin qui a vraiment passé un palier depuis la fin de saison dernière et qui, je trouve, a une influence que peu de joueurs dans l'effectif du PSG ont aujourd'hui. On finira sur cette belle parole pour Nkunku. Alors maintenant, on va passer rapidement sur le mercato, si vous pas voulez. Le Titi qu'on n'a pas aimé. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. My bad. Clément, est-ce qu'il y a des titis que t'as pas aimé sur cette préparation? Oui, si je devais en retirer peut-être un, c'est Georgen, qui le peu de fois où on l'a vu a été franchement indigne du niveau dont on nous a présenté ce petit jeune quand il avait à peine 16 ans, où on disait que c'était peut-être le futur meilleur latéral droit du monde. Franchement, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'entends ça et qu'aujourd'hui il progresse toujours pas, quoi. Donc la preuve, c'est que Dagba lui a passé devant, en tout cas dans la tête de Tuchel. Donc moi je suis assez déçu de lui. Et ensuite, bon après, Riemann, il a fait un match face à Arsenal qui était franchement pas top. Atlético, bon, je crois qu'il a, je sais plus combien de temps il a joué. Il a 27 ans. Ouais, il est plus très jeune. Il est vieux et en plus Riemann n'est pas défenseur central normalement. Je crois qu'il est plutôt milieu défensif à la base. Numéro 6, ouais. Et bon, il fait comme il peut, mais on voit qu'il n'est pas à l'aise. D'ailleurs, on voit très bien que ses qualités correspondent vraiment à un défenseur, à un milieu défensif avec une très bonne relance, mais quelques défauts quand on doit jouer avec des attaquants rapides, quoi. Donc, moi, je l'ai trouvé intéressant par moment, mais bon, c'est clairement pas un crack. Je vous invite encore une fois à la tolérance pour Riemann qui mine de rien est un joueur de CFA qui se retrouve parachuté en ce moment parce qu'on avait besoin de lui. Mais il avait joué en Ligue des Champions aussi, je me rappelle. Ouais, c'était il avait joué un match pour du beurre avec l'équipe B contre Benfica peut-être. C'est ça, ouais, je me rappelle. Olivier, quels sont les titis de plomb pour toi? Oui, Georgen, je crois que Georgen n'a pas franchi le palier qu'on espérait qu'il franchisse, et ça permet de relativiser à nouveau ces emballements de phase préparatoire. Voilà, je me rappelle la HIP Calegari, qui devait être l'égale de Thiago Motta et qu'on devait faire absolument jouer, et puis qui finalement se retrouve dans un championnat d'Italie et dans un club moyen. Voilà, donc tous ces titis, c'est toujours très intéressant de les voir jouer. Quels sont ceux qui vont passer le palier, comme est en train de le faire Nkunku, comme l'a fait avant lui Rabiot? Probablement pas beaucoup. On peut espérer peut-être avec Adli Diaby, mais tout ça demande à être confirmé.
Basto, veux-tu réagir au Titi de plomb des autres? Ouais, je vais déjà défendre un peu Georgen, qui a été le symbole pendant quelques années d'un peu du projet sportif mal géré des jeunes. Il a été prêté bien trop tard, puisqu'il a été prêté que cet hiver à Alkmaar, où il a joué déjà avec l'équipe B. Il a fait plutôt des très bons premiers mois, puisqu'il est devenu capitaine de cette équipe B qui est en division 2, ou division 3 néerlandais, je sais pas, mais c'est un club qui est semi-pro quand même. Il avait été des apparitions remarquées, puisqu'Alkmaar le voulait en prêt cette année pour l'intégrer dans l'équipe 1. C'est un joueur qui revient de blessure, qui a joué contre Arsenal où toute l'équipe a pris l'eau sur les transitions défensives. Apparemment, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé, donc peut-être vous pouvez confirmer qu'il y a eu des gros problèmes de transition défensive globale. Donc c'est un peu dur de juger un joueur là-dessus. Et contre Atletico, le pauvre, il rentre, au bout de 5 minutes, il se reblesse. Donc c'est un peu compliqué de le juger sportivement là-dessus. Moi, pour revenir aux Titi que j'ai pas aimé, il y a ceux qui sont pas encore prêts, qui sont encore trop jeunes, comme Zagré, Fressange, qui ont 16 et 17 ans, et on sent que c'est encore des tout jeunes. Et puis il y a ceux qui sont majeurs cette fois-ci, et qui me paraissent un peu, enfin pas prêts encore, comme Postolacci, même s'il met un super but, je le trouve très limité pour le moment avec ballon. Et il y en a un qui a sa place dans une rotation élargie, mais qui est Wea, que je trouve pas du tout fini. Je trouve que pour le moment c'est un joueur qui ne profite que de sa vitesse, mais qui a encore du mal techniquement, qui a encore du mal dans sa relation avec les autres, et qui a encore du mal dans la réalisation de ses appels. À titre perso, je pense que Georgen est le pire poissard de la Terre. La question pour les Titi, elle n'est pas si infondée cette saison par rapport aux autres saisons, parce qu'on sait que, d'après les expériences passées, que Tourelle s'appuie beaucoup plus sur les jeunes, et quand il voit une qualité chez un jeune, il n'hésite pas à le lancer et à l'utiliser. Et donc ceux qui ont montré des choses ont sans doute beaucoup plus... Les points qu'ils ont marqués vont sans doute beaucoup plus avoir d'impact que lors des saisons précédentes. Mais... Maintenant, donc, nous parlons du Mercato. Pour un point complet sur le Mercato, je vous invite à écouter le podcast de la semaine dernière où chacun exprime ses avis, ses désirs. Mais la question que je vais vous poser en fait, c'est est-ce que ce point de vue sur le Mercato, est-ce qu'il a évolué avec les matchs qu'on a vus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des postes où on doit toujours se renforcer? On avait essentiellement identifié le milieu, l'arrière gauche et le central, ou est-ce qu'il y a des postes où c'est moins important? Est-ce que vos vues sur le Mercato ont évolué en une semaine? Basto, je te laisse commencer. Non, mon point de vue n'a absolument pas changé. Si on veut jouer dans une défense à 3, il faut absolument un défenseur central participatif qui sait prendre l'espace avec et sans ballon, donc un joueur du style Boateng me paraît toujours indispensable. Un milieu tout-terrain, devant un Verratti ou Rabiot qui peuvent jouer 6 ou 8, mais qui ont parfois plus de mal à jouer 8-10, me paraît aussi là incontournable pour être certain d'avoir un joueur qui sur la durée d'une saison est capable d'être influent dans toutes les zones de ce milieu. Et latéral gauche, on n'en a qu'un de métier, donc même si certains peuvent dépanner ou qu'on peut installer des Nkunku en piston gauche, si on veut repasser en système à 4 derrière, ça me paraît nécessaire d'avoir un joueur à ce poste. On va passer à toi Clément, tu n'étais pas là la semaine dernière. Est-ce que tes envies sur le Mercato que tu pouvais avoir avant le début de la saison ont évolué avec ces 3 semaines de compétition? Aujourd'hui, je pense qu'en attaque, on n'a pas forcément de besoin parce que je pense que Nkunku peut faire l'affaire. On a Di Maria, on a quand même une profondeur de banc en attaque qui n'exige pas forcément un recrutement. Au milieu de terrain, si je peux me permettre, sur l'attaque, on a quand même lâché 400 millions d'euros l'année prochaine sur cette ligne-là. Enfin, l'année dernière sur cette ligne-là. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu. Je te laisse continuer. Ouais, un remplaçant à Cavani, c'est vrai qu'aujourd'hui, Wea, il n'est pas encore au niveau pour combler un tel manque. Il faudrait peut-être un joueur un peu comme comment il s'appelle déjà? Bon, bref. L'ancien joueur de Montpellier qui est parti à Séville. Ben Yedder. Non, Ben Yedder, il joue à Toulouse, mais oui. Oui, pardon, oui, effectivement, Toulouse. Mais lui, à la limite, ça aurait pu être un remplaçant intéressant, parce que je pense qu'il n'aurait pas rechigné à être sur le banc, et bon, jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain, il en aurait peut-être rêvé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être un remplacement, un super sub en numéro 9. Mais en fait, moi, je pars dans l'idée que Kylian peut peut-être le faire, dans un profil différent, mais c'est pour ça que je pense qu'un remplacement d'attaque n'est pas forcément quelque chose de prioritaire. C'est vraiment un petit bonus, surtout que visiblement notre enveloppe de recrutement doit être assez limitée.
Je pense qu'au milieu de terrain, par contre, c'est vraiment nécessaire, malgré le fait qu'on ait quand même profondeur de banc relativement importante. On n'a pas un troisième crack à mettre sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que Lo Celso est encore un peu léger. Il a même pas joué face à Monaco. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il aurait pu rentrer. Peut-être pas encore prêt, je pense. Peut-être. À voir. À voir si Troyes lui fait confiance. En tout cas, c'est vrai que je crois que c'est face à Atlético qu'il avait joué, il avait été assez intéressant. Donc à voir, mais par contre en défense, c'est vrai qu'il va falloir au moins un joueur qui sait jouer troisième défenseur central. Un Boateng serait l'idéal, malgré sa relative faiblesse physique à démontrer, hein, parce que le Bayern a toujours eu des soucis depuis quelques années d'un point de vue médical. Peut-être que chez nous ça s'arrangerait. Docteur Roland, on ne sait jamais. Et sinon, c'est vrai que si on pouvait conserver Nseki pour le faire peut-être évoluer à son poste de prédilection dans notre équipe et également le faire. Je pense qu'il peut lui faire confiance. Tourelle, visiblement, il l'a aligné quasi à tous les matchs. Donc, je pense qu'il lui montre une certaine confiance. Alors, à voir si ça aura un effet sur une possible prolongation, à voir. Parce que je pense que peut-être qu'il préférerait évoluer au Paris Saint-Germain qu'à l'OM. Il progressera sûrement plus contre Neymar que contre Payet. Donc, à voir. Moi, je pense que les priorités sont clairement définies. Merci Clément. Olivier? Pour revenir à ta question, qui était de savoir si ce qu'on avait vu pour la préparation influait sur ce qu'on pensait nécessaire au mercato, je crois qu'il y a deux façons de voir ce mercato. Il y a quels sont les joueurs dont Tourelle a besoin qui n'existent pas dans l'effectif, et ça, il faut donner à l'entraîneur les joueurs qui lui manquent pour qu'il puisse réaliser pleinement son projet de jeu. Alors après, c'est à lui de choisir. Est-ce que c'est une sentinelle? Est-ce que c'est un défenseur central avec une grande capacité de vision du jeu, etc. Bon, ça, c'est à lui de choisir. Et puis, il y a des postes où on est vraiment en manque numérique, en manque quantitatif. C'est qui peut remplacer aujourd'hui dans l'effectif Rabiot et Verratti? Moi, je vois pas de joueurs qui soient capables de les remplacer avec toutes les caractéristiques de jeu qu'ils ont. Et puis, des arrières latéraux, à gauche, on voit bien que Kurzawa, pour des raisons probablement médicales, n'a pas joué. On a été obligé de bricoler. Tu peux pas jouer la Ligue des Champions sans avoir au moins deux latéraux qui soient compétitifs. Donc, ça me semble là absolument nécessaire. Mais si, pour des raisons diverses, parce que maintenant, on ne peut être qu'un peu pessimiste sur le mercato. On en est maintenant à 4 semaines de la fin. Et on en est au bilan d'une arrivée pour 8 départs, et des départs de joueurs qui étaient dans le groupe l'année dernière. Donc est-ce que vraiment on peut ou on ne peut pas? Mais si on peut, priorité aux joueurs que veut Tourelle, et priorité aux joueurs qui doivent absolument compléter les trous que l'on a dans l'effectif. Merci Olivier. Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'est bon. Tout le monde est bon? Alors on va passer à la Ligue 1, messieurs, et la Ligue 1 ouvre ses portes dès le week-end prochain. Yaya, c'est le retour. Très rapidement, quand est-ce que vous pensez que le club va atteindre sa vitesse de croisière? Et en petite question bonus, pensez-vous que la faiblesse relative qualitative de la Ligue 1 va nous retarder dans cet objectif? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ces questions? Moi, je veux bien aller. Allez, Basto. Je pense que pour voir l'équipe commencera à être vraiment prête mi-septembre, peut-être pour le premier match de Ligue des Champions, le temps que toutes les consignes de Tourelle se mettent en place et que peut-être des recrues arrivent et se familiarisent avec le reste de l'effectif. La faiblesse de la Ligue 1 et la faiblesse de notre calendrier, pour moi, c'est plutôt, pour le coup, pour mettre en place notre jeu, plutôt un bon point au départ, même si ça reste un défaut par la suite. Jouer Caen qui a changé de coach, jouer Nîmes qui a un promu et qui a renouvelé son effectif en profondeur, et jouer des équipes comme Angers et Guingamp, ça va nous permettre tranquillement de pouvoir mettre des choses en place et peut-être de revoir le système à 3 sans trop prendre de risques et en engrangeant les points. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que la Ligue 1 va être un frein
par rapport à notre courbe de Voilà, progression. c'est ce que je viens de dire au début. C'est une bonne chose au départ, cette faiblesse, pour pouvoir mettre les consignes en place tranquillement. Et à terme, ça risque d'être un défaut, comme ça l'a été depuis des années, mais ça on le sait. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Basso? Oui, Olivier. oui, moi je pense que l'effectif va être au complet a priori cette semaine, puisque les derniers mondialistes vont rentrer, donc il faut compter 3-4 semaines pour qu'ils soient tout à fait prêts à répéter les efforts et donc à être titularisés. La faiblesse de la Ligue 1, quand on voit que le résultat qu'on fait à équipe incomplète contre le deuxième du championnat précédent, qui lui est pratiquement au complet, enfin, il manque quelques joueurs, mais ils avaient quand même plus de titulaires que nous. Là, je crois qu'on peut être très inquiet sur le niveau, mais comme dit Basto, ça va être un avantage au départ, parce que il n'y aura pas de pression sur les résultats et on va pouvoir, Tourelle va avoir le temps de mettre en place le jeu qu'il veut faire. Après, c'est ce que l'on subit depuis l'arrivée de QSI, c'est-à-dire un tel décalage entre le PSG et le reste que ça nous prépare pas pour les joutes de la Ligue des Champions. Mais ça, malheureusement, on ne peut rien y faire et c'est pas l'évolution de nos adversaires qui va améliorer les choses. Là, Monaco va être plus faible, l'OM c'est pratiquement pas renforcé. Il y a que Lyon qui est un petit peu renforcé, qui surtout n'a pas perdu de joueurs. Finalement, la Ligue 1 se maintient lorsqu'il arrive à pas perdre ses meilleurs joueurs. Donc c'est quand même assez préoccupant sur l'intérêt de ce championnat et sur la motivation du PSG dans ce championnat. Clément, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, c'est vrai que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que, effectivement, quand je vois les mercatos, notamment italiens, qui est hyper impressionnant. Alors nous, j'ai vu qu'on avait une loi aussi qui était passée, qui va peut-être nous favoriser, notamment pour garder nos jeunes, mais c'est en rien comparable à ce qui se fait partout ailleurs en Europe. Aujourd'hui, on a une faiblesse de la Ligue 1 qui perdure depuis 20 ans maintenant et qui nous empêche également, Paris Saint-Germain, de progresser face à des adversaires qui pourraient concurrencer un autre grand leader européen, quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai franchement peur que quand on arrive en octobre en Ligue des Champions, on ait déjà une certaine avance par rapport à nos concurrents, puisque l'équipe a l'air relativement en forme. Nos plus gros joueurs arrivent là dans les prochains jours et on a un entraîneur qui va essayer de proposer quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il y avait précédemment, parce qu'Ancelotti c'était très défensif. Les deux suivants c'était offensif mais relativement mou. Là, moi, je suis relativement conquis par les matchs de préparation du mois écoulé, mais j'ai peur qu'avec notre effectif au complet et les effectifs des équipes de Ligue 1 affaiblies, on prenne une avance considérable dès la première partie de saison, quoi. Donc, personnellement, j'ai un peu peur pour cette saison et pour les futurs si par exemple Bordeaux, qui a des nouveaux investisseurs, n'investissent pas un peu plus dans le futur, quoi. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer, mais personnellement, je suis pas très optimiste et j'ai peur qu'on soit confronté toujours au même problème, qui est le manque de compétitivité dans le championnat, qui nous surprend quand on affronte des adversaires de gros calibre en Ligue des Champions. Merci Clément. Basto voulait peut-être réagir, je sais pas. Je trouve un poil sévère sur la compétitivité de la Ligue 1, parce qu'à part Monaco, notamment hier, vous dites que c'est faible, il n'y a que 4 titulaires de l'année dernière qui étaient dans cette équipe. Il y a des absences notamment du gardien finaliste de la Coupe du Monde, des absences de Falcao, des joueurs très jeunes qui ne connaissent pas encore les systèmes, qui vont pouvoir s'améliorer. On sait que Monaco, à chaque fois, reconstruit et a besoin de 2-3 mois pour finalement trouver un niveau décent. On a des équipes comme Lyon et Marseille qui perdent aucun joueur et qui se sont renforcés. Marseille avec un très bon défenseur central, Lyon avec Léo Dubois et Terrier qui sont des joueurs prometteurs qui vont pouvoir renforcer la profondeur de banc, et on annonce l'arrivée de Ruben Dias qui est un très bon défenseur portugais à Lyon.
On a des équipes comme Saint-Etienne, comme Rennes, qui eux non plus n'ont pas perdu de joueurs et se sont renforcés. Donc pour moi, à part Nice, qui a vraiment perdu pas mal de joueurs, et Monaco, qui comme chaque été chamboule un peu tout, la Ligue 1 ne perd pas en qualité, se renforce même. Non, mais je vous entends plus là. C'est normal? Allô? Ah, oui. Moi je voulais réagir parce que effectivement le problème c'est que Monaco il chamboule tout tous les étés, donc du coup ils sont compétitifs qu'au mois de novembre. Pour nous c'est un avantage sur le championnat, mais je trouve que du coup ça nous met pas sous pression parce qu'ils sont en rodage pendant encore 3 mois. En ce qui concerne Marseille, quand on voit la piètre prestation qu'ils ont fait pendant leur préparation, moi, je trouve ça hyper inquiétant. Match de prépa. Mais oui, mais d'accord, mais effectivement, nous aussi on a perdu 4-2 face à une équipe de nationale, mais là la Ligue 1 reprend la semaine prochaine et ils sont pas du tout prêts, ils perdent 5-2 face à une équipe de Détroit. C'est pas normal. Ça arrive souvent des équipes qui perdent tous leurs matchs amicaux et qui enchaînent par 3-4 victoires pour commencer la saison. Donc, ouais, mais on verra leur premier match. Moi je suis quand même pas rassuré. Après Lyon, on va voir. Avec le retour de Fekir. Non, et surtout que Marseille, il n'y a que 2 joueurs qui étaient internationaux. Hein. Là, c'est quasiment leur équipe type. Hein. Donc, on va voir ce que ça a donné. Lyon, c'est à peu près pareil. Donc, on va voir. Écoutez. Je vais demander à Olivier de mettre ces 2 jeunes hommes d'accord. Olivier, je compte sur toi. Excuse-moi, j'ai pas, ça a sauté. Ah, mais c'est pas grave. Mais je vous propose de passer au prono. Oui. On affronte Caen, premier match de la Ligue 1 donc. Clément, je compte sur toi pour te mouiller et prendre un gros risque. Moi je vais dire avec peut-être un retour de Neymar, allez, un petit 4-2. 4-2 ? Ouais. Ok. Olivier, tu vises quoi toi ? Moi je pense qu'on fera pas plus mal que contre Monaco, donc ça sera 4-0 au minimum. Connaissant le nouveau coach de Caen qui est l'ancien du Paris FC et qui est un coach qui essaye de jouer, le match sera ouvert et donc ça risque de nous profiter, je dirais 3-0 Paris. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs, on va conclure ce podcast, je vous invite à aller retrouver les notes du match sur le site leclubpaname.fr qui ont été faites par Basto ici présent. C'était pas trop dur de faire les notes ? Non. Ok. Il est temps de nous quitter et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut à tous. Bonsoir. Ciao.